Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue les gars pour une nouvelle émission d'AS Foot. Donc ce soir, petite émission spéciale, un peu interview, on va parler actualité, on va faire plusieurs choses. Comme d'habitude, vous le voyez, je suis avec mes deux camarades, Aka Sofiane, comment vas-tu? Bonsoir à tous, ça va mieux depuis la dernière fois, on va dire. Ça va mieux? T'as Ouais, bien décompressé la défaite de Ah, c'est l'Inter? pas dur. Ah, c'est pas ouais, dur. Eh les j'ai gars, dites-vous digéré. qu'après la défaite, je suis resté avec lui jusqu'à 5 h du matin. Ouais, Il était au bout de sa vie, les mecs. Bref, bon. Nando, toi, tu vas bien ou quoi? Ouais, ça va. Bah, moi aussi, hein, on vient d'enchaîner 2 défaites d'affilée, c'est magnifique. Mais bon, Ouais, bon, bon, on espère c'était que. Lyon et Lille. Nous, Ouais, c'était du gros. on mange pas leur table encore. On est loin d'eux. Et, et, et contre Lyon, on ne parlera Ouais, pas, mais c'était quand même assez on en proche. a déjà parlé, c'est On en a bon. déjà Oui, parlé. on s'est Bon, fait et climatiser par du bois. comme vous le voyez, les gars, ce soir, on est en compagnie de Ludovic Obraniak. Bonsoir. Tout le monde, salut les copains. On espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'être parmi nous. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Écoutez, je suis honoré de pouvoir être avec vous. Je vous suis activement sur les réseaux, Nando notamment. On chatte depuis, enfin on chatte, je sais même pas si ça se dit encore. T'as fait un peu vieux con, tu sais, qui a perdu le fil. Non, je suis content d'être avec vous. Et oui, je vais bien. On a appris une belle nouvelle aujourd'hui quand même, c'est que, alors ça reste un moindre mal, mais Canal reprend quand même les droits. Je suis pas obligé de racheter un décodeur, ça c'est une grande nouvelle. Et donc c'est cool pour le football français, même si on est loin d'être sorti d'affaires. Mais au moins, voilà, on retrouve le partenaire historique. On engage. Bon, ça a été un bras de fer musclé, mais à mon sens légitime. On revient un peu à la raison parce que moi j'ai cru vraiment qu'ils allaient pousser le vice jusqu'au bout et qu'on frôle la banqueroute. Hein. Parce Mhm. que si Canal revient pas vers nous, les dirigeants de club avec lesquels j'ai pu échanger, dans 2-3 mois, c'était cessation de paiement, c'était très compliqué. Non, mais d'ailleurs, en plus, ils avaient déjà annoncé hier qu'ils reprenaient le Classico, donc c'était déjà un premier point positif, puisque du coup, on voyait qu'il y avait déjà tu vois, une mise en avant, un pas de l'avant de Canal. Puis bon, bah, du coup, ça nous permettra quand même de voir les matchs en qualité, les gars. Ne vous inquiétez pas, il faudra pas aller regarder des streamings lituaniens. On pourra voir notre bonne vieille Ligue 1 sans aucun problème. Bon, du coup, par où vous voulez qu'on commence, les gars? Est-ce que vous voulez qu'on commence par l'actualité, par une question? Comme vous voulez. Mais déjà, Ludo, tu vas nous rappeler un petit peu parce que là, tu Mhm. es sur pas mal de projets en même temps. Enfin, projets. Tu es sur l'équipe, donc tu fais plusieurs émissions. Enfin, comme c'est le principe de l'équipe, des consultants en général, ils sont un coup à l'équipe du soir, un coup chez Estelle, un coup. Donc, dis-nous un petit peu déjà pour ceux qui sont dans une grotte, qui vivent dans une grotte depuis 2 ans ou un an. Voilà, dis-nous un petit peu ce que tu fais là. Ben, écoute, j'ai eu la chance d'être biberonné à l'afterfoot qui m'a formé à la radio. Et puis il y a un an de ça maintenant, j'ai signé pour le groupe L'équipe, le groupe Amaury, la chaîne L'équipe. Voilà, c'est une occasion qui s'est présentée. Je suis très content de pouvoir faire partie de cette grande compagnie. Ouais, tu peux me voir dans différentes émissions. Alors, je commente un peu. J'ai commenté des matchs là dernièrement, notamment la Coupe d'Espagne. Je me mets tout doucement en commentaire, même si c'est pas l'exercice que je préfère le plus. Et vous pouvez me retrouver dans les deux émissions phares qui sont l'équipe d'Estelle et l'équipe du soir. C'est un choix assumé de pouvoir être dans les deux. Tu vois, t'en parlais Nando. C'est moi qui ai voulu pour avoir être un peu en difficulté, c'est-à-dire que l'équipe du soir, c'est plus mon domaine parce qu'on est vraiment dans la recherche. On a notre public, c'est-à-dire des passionnés, des connaisseurs. Donc on est un peu plus dans la technique, la tactique, on rentre un peu plus dans les détails. Là, dans l'équipe d'Estelle, on va dire qu'on survole un peu plus. C'est 17h30, les gens du travail, ils veulent pas forcément avoir. Voilà, tu mets ça quand tu es en train de faire les devoirs avec les enfants ou quand tu commences à cuisiner un peu. Tu as envie d'avoir un peu plus de divertissement.
Sachant qu'à la base, c'est moins mon truc d'être drôle. Donc voilà, je voulais me mettre un peu en danger, et essayer justement de m'acclimater à ce format-là. Et puis en parallèle, je fais aujourd'hui, j'ai passé un premier niveau de manager, je suis en train de passer mes premiers niveaux d'entraîneur. Je suis affilié à 2 startups, une qui est dans l'hologramme, qui s'appelle Orbis Holographique. Et j'ai récupéré une franchise espagnole, des nouveaux gilets d'électrostimulation, tu sais. Ah oui, d'accord. Voilà, une marque qui s'appelle Myofix, que c'est moi qui commercialise maintenant sur la France. Donc on est en plein marketing, réflexion, enfin développement, voilà. D'accord, super. Bon, ben c'est cool. Bon, là, il y a quelques personnes qui sont arrivées dans le chat. D'ailleurs, on va vous mettre le lien. On a du tweet, les gars qui annoncent qu'on est en live. D'ailleurs, Ludo, je sais pas si t'as le téléphone ou comme ça à dispo, si tu veux le relayer. Comme ça, tu dois être tagué dessus. Et donc, n'hésitez pas à partager. Donc, il y a déjà des questions. Il y en a une qui vient d'intervenir soudainement par rapport à ce que tu as dit, Ludo. Est-ce que tu as un club dont tu rêverais d'avoir sous ta... Comment on dit? Tu rêverais d'entraîner? Non, alors ça dépend. Où il voulait jouer? Sur ta carte de visite? Oui, mais en tant qu'entraîneur. Ah, en tant qu'entraîneur. Pour tout vous dire, je suis parti dans les diplômes d'entraîneur parce que j'ai pas eu la chance de pouvoir faire partie de la promotion, la dernière promotion du CDES de Limoges. Je suis plus dans l'optique, moi, de devenir manager, directeur sportif. D'accord. Disons qu'en attendant, j'avais 2 ans à tuer, donc c'est pour ça que j'avais envie de connaître aussi l'envers du décor. Et quand tu es directeur sportif, c'est toujours intéressant de se mettre à la place du coach. Donc du coup, je vais passer mes niveaux de coaching. Ah, s'il y avait une équipe que j'aimerais entraîner, et franchement, moi, je suis un romantique, moi. Je suis un peu à l'ancienne. J'aimerais bien entraîner un club dans lequel j'ai joué, que ça soit Metz, Bordeaux ou Lille. Bordeaux pour Nando, ça lui ferait plaisir. Pour tout vous dire, j'ai même gardé un contact assez proche avec le Maccabi Haïfa. C'est un club aussi, ça me plairait beaucoup de travailler là-bas également. Ouais, parce que c'est un club où tu as fait 1 an, où tu as gagné une coupe, je crois. D'ailleurs, c'est toi qui mets le but décisif contre. Même qu'en 2011, exactement. C'est une habitude. Ah, la copie conforme. Coup franc sur le côté, deuxième poteau, le ballon qui rebondit, et le même. Voilà. Et c'est vrai que j'avais lu pas mal de choses. C'est rigolo parce que c'est bon. On peut qualifier comme destination exotique, mais c'est quelque chose c'est pour toi, c'est un passage assez marquant quand même au point de vue de ce que tu as vécu là-bas. Il n'y a que les gens qui ne s'intéressent pas vraiment au football européen qui peuvent penser que c'est un championnat exotique. Honnêtement, je te dis, le championnat israélien est un championnat de bon niveau. On va dire de très bon niveau, parce que je ne vais pas commencer à comparer au top 5, mais j'ai joué à la fois dans le championnat turc, à la fois dans le championnat israélien. Mais franchement, les gars, vous seriez surpris du niveau, de la qualité technique, des installations, des joueurs qui sont là-bas. Attention. Mais là, cette année en Europa League, on l'a vu. Nice contre. Maccabi Haïfa, c'est un grand club. Et Nice contre Beersheva, là, ils se font taper en match. Regardez, Beersheva, il y a 2 ans, ils sont passés à 2 doigts d'être dans les poules de Champions League. Ils ont battu, il me semble, tiens, toi qui es fan de l'Inter, il me semble qu'ils ont. Oui, je m'en souviens. Ils ont tapé 2 fois l'Inter à l'Inter, à San Siro et à Beersheva. Tu as le Maccabi Tel Aviv qui est là tout le temps. Le Beitar Jérusalem, rappelez-vous, Saint-Etienne a souffert 1000 morts pour se qualifier en barrage. Non, c'est un championnat. Alors après, qui n'est pas assez homogène parce que tu as les 4-5 qui sont de très bonnes équipes. Et puis après, il y a un fossé qui se creuse. Mais sur ces 5 équipes-là, ben, je peux vous dire que ça joue la première partie de tableau en Ligue 1 sans problème. Ah bah ça, voire peut-être mieux. Mais je me souviens, Beersheva avait battu l'Inter 2-0 à domicile chez nous.
Mais bon, c'est un mauvais souvenir. Et donc, souvent, c'est des super déplacements compliqués. Enfin, c'est rare que les équipes européennes arrivent à Israël et fassent des scores de fou furieux, tu vois. Ah, Pareil, puis en Turquie, après, ça dépend de l'ambiance. Enfin, maintenant, non, mais. mais Tous les après gens. en plus, pour les à côté, c'est aussi, t'as des pays à côté qui sont magnifiques, parce que des pays à visiter, la Syrie, la Cisjordanie, la Jordanie, la Jordanie, t'as des, non mais c'est vrai en plus, je veux dire, ça fait partie du package. Qualité de vie exceptionnelle. Bon, je suis parti un peu à fleur au fusil, je connaissais pas du tout. Mais ma femme, quand on est parti de là-bas, elle pleurait, hein, tellement on était bien. Bon, après, on a fait le saut quantique, hein, Tel Aviv, Auxerre. Là, tu passes même pas par la classe premium. Ah oui, là. Tu es dans la soute à bagages et laisse tomber. Et juste, on a une petite question de Maxime P64 qui nous dit tu te vois à court terme devenir adjoint, par exemple, si on te le propose? Si on te propose, pardon. Moi, je suis un homme d'aventure. J'aime me lancer des défis, peu importe, et même dans des endroits où justement, j'ai pas envie d'aller. C'est pour ça que je me suis lancé dans les diplômes d'entraîneur. C'est surtout parce que j'avais pas envie de le faire au départ. Donc voilà, je me lance des challenges comme ça. C'était pas évident pour moi de me positionner par rapport à ça, mais je le fais quand même parce que c'est à mon avis nécessaire de connaître tout le microcosme du monde du football, que ça soit le côté de diriger une politique sportive ou de la mettre en application. C'est à mon sens deux jobs complètement différents et le directeur sportif doit être au courant de ce que fait l'entraîneur et de ce qu'il vit. Et voilà, c'est important à mon sens. Et je me sentais pas assez que j'ai l'humilité de penser que même si j'ai fait 17 ans de carrière, je suis loin, mais très 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 loin de savoir ce que c'est exactement le rôle d'entraîneur. Mais Ouais. Vas-y. ouais, non, c'est comme bon, c'est un exemple à part. C'est comme par exemple quelqu'un qui prend une franchise, il doit tester le métier de par exemple de cuisinier, de serveur, de un tel pour tout connaître et pour être bien en place. Donc toi, ton but ultime, ce serait plutôt de posséder un club, quelque chose qui qui s'apparente à ça, ou serait vraiment dans l'environnement de l'entraîneur pur? Posséder un club, ouais. Après, va falloir que je pète le code des vies quand même, hein, parce que c'est pas donné, quoique. Surtout si tu veux posséder un club, par exemple, comme un paquet de clubs de Ligue 1, mais je vais parler du mien, où il faut déjà mettre, pour retomber à zéro, il faut mettre 60 millions, et après, il faut mettre le reste pour le budget. Ah non, c'est de ouf. L'idée, bien sûr. Moi, je m'amuse comme ça à construire des projets. Je pense parfois à des clubs et je m'amuse comme ça à construire des projets sportifs pour m'entraîner. Donc l'idéal pour moi, ouais, ça serait de trouver un jour un investisseur. Je balance 2-3 projets comme ça à certains entrepreneurs, notamment du Nord. Ça prend pas, mais c'est vrai que je démarche sans vraiment démarcher. Et c'est vrai que j'aimerais trouver un investisseur qui me fasse confiance et qui soit séduit par la vision et mon projet. Après, je sais que c'est le Graal, hein, c'est en haut. L'idéal pour moi, ça serait de commencer en tant que directeur sportif dans un club de national, par exemple. Et d'ailleurs, il y a un exemple. Histoire de commencer, voilà, d'apprendre son métier tranquillement, avec la confiance d'un président, et puis d'essayer de gravir les échelons petit à petit. Mais justement, tu as un exemple récent, c'est Nicolas Anelka qui va aller ailleurs avec Mourad Boudjelal. Et Nico Anelka, il a fait ses classes tranquillement au Qatar. Donc il a entraîné des alors je sais pas s'il a entraîné en première division, mais en tout cas il a fait les équipes de jeunes, ça c'est sûr. Mais tu vois, coaché une équipe chinoise, non? Il a coaché son équipe à un moment donné. Oui, la Super League, la chinoise. Ouais, peut-être. Ouais, il avait fait entraîneur-joueur quasiment pendant 6 mois. Hein. Ouais, bon, mais voilà. Mais et donc, si tu veux, c'est vrai que et moi, il y en a un. Je suis hyper étonné et c'est un mec que j'aime bien. C'est un gars qui a fait, qui est parti à Limoges, qui a fait cette formation en même temps que Zizou. Et je suis étonné qu'il reste encore.
alors peut-être qu'il n'a pas eu d'opportunité d'intégrer un club, mais c'est Éric Carrière, tu vois. Éric Carrière, il était... mais parce qu'il se laisse le temps, tu sais, c'est un garçon qui est occupé. Bah, tu dois être au courant, toi, il a des vignes, donc Oui. il est très impliqué sur ce terrain-là. Et puis, je crois qu'il a un super poste aussi à Canal, donc il ne précipite pas les choses. L'important, tu sais que sur ce type de profil, 2 chances. Donc, tu vois, aussi savoir se canaliser et pas partir dans tous les sens. Il faut cibler vraiment le bon projet. Eric, c'est quelqu'un d'assez réfléchi, de nature. Donc lui, à mon avis, il attend la bonne opportunité. On a déjà dû lui proposer quelque chose, c'est sûr. Oui, je pense. Et lui a besoin d'avoir... voilà, c'est des décisions qu'il faut absolument mûrir. Oui, et puis quand on l'écoute parler, quand on voit le parcours même de joueur qu'il avait, c'est un mec, il part quand il veut être sûr, je pense, d'avoir les rênes. Et comme actuellement dans les clubs de Ligue 1, tu as encore des clubs où tu as l'ingérence des présidents, les trucs, bref, pour trouver le club idoine, c'est vrai qu'en ce moment, il vaut mieux se calmer le jeu. Je l'aurais bien vu moi à la place de Linares à Dijon, par exemple. Eh oui, mais c'était une suite logique, ancien joueur. Pas très loin avec. Juste, Julien. Pardon. Excuse-moi. Laurent Blatless, un peu. Hein. Ouais. Vas-y. Oui, pardon. La même vision. Ouais. Non, vas-y, tu peux terminer. Moi, mais non, mais Sofiane, il est en décalage. Non. Depuis tout à l'heure, je vois qu'on est en train de dire qu'on se ressemble énormément, Ludo. Hein. Oui, j'allais en parler justement, un peu des commentaires. On nous dit que vous ressemblez énormément, Ludo et Leandro. Donc, la dernière fois qu'on m'a trouvé un sosie, dernière fois qu'on m'a trouvé un sosie, c'était Loïc dans Koh-Lanta. Ah, c'est vrai, hein, c'est vrai. Vous trois dans une pièce, on sait pas qui est qui. Hein. Mais moi je vous le dis les mecs, hein, moi si je peux être comme Ludovic à son âge, les gars, on signe de suite. Hein. Mais moi, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Non, mais Leandro, je connais ton hygiène de vie, te casse pas, c'est impossible. C'est impossible. Impossible les mecs, hein, j'ai jamais été fouteur. Moi à 30 ans, je serais plus vieux que lui déjà. Et donc, on a quelques questions qui sont arrivées petit à petit. T'as Marco Leptic, c'est notre aîné qui vient souvent avec nous. Il nous dit, en tant que Rennais, je n'oublie pas, bien sûr, ta passe décisive pour Fauvergue qui nous prive de Ligue des Champions en 2007. Te rappelles-tu de cette passe et du but en particulier? As-tu ressenti de la peine pour les Rennais ce soir-là? Non, pas du tout, parce qu'il y avait une certaine rivalité, une certaine animosité entre nous et Rennes. Je me souviens d'un match aller où ça avait été un peu tendu là-bas. Et on n'attendait qu'une chose, c'est de les sabrer sur la qualification en Europe. Et oui, je m'en souviens très bien. C'est sur un coup franc assez lointain. La tête de Nico Fauvergue qui vient les crucifier à la 91e ou 92e minute, il me semble. Mais c'est vrai qu'il y avait eu du chambrage. Donc on était tous ravis de pouvoir les sortir de l'Europe à ce moment-là. Et puis après, on en a rigolé. Je crois même que Nico Fauvergue, avec le community manager de Rennes, ils ont fait un truc il n'y a pas longtemps. C'était assez drôle d'ailleurs sur la qualification en Champions League. Donc on en rigole aujourd'hui, mais c'est vrai que Étienne Didot m'a jamais pardonné. Il bosse avec moi à l'équipe. Et ensuite, on a Sabri 80-95 qui me dit « Salut Ludo, c'était comment de jouer avec la Pologne en équipe nationale ?» C'est quand même une fierté parce que c'est le pays d'une partie de ma famille que je n'ai pas connue. Donc, j'ai pas eu la chance de connaître mon arrière-grand-père. Donc, tu essayes toujours de te dire que tu aimerais représenter tes ancêtres, de leur faire honneur, de les rendre fiers. Après, le truc, c'est que moi, ça a sauté une génération chez moi. Mon père, son père est mort très jeune, donc pas baigné dans la culture polonaise et pas parler le polonais. Donc moi, si tu veux, mon père ne m'a jamais parlé polonais, m'a jamais amené en Pologne, même si on avait de la famille là-bas.
Au moment où il y avait ces arrangements avec les binationaux, où on cherchait à renforcer les équipes. Donc voilà, ça s'est goupillé comme ça. J'ai vécu une aventure extraordinaire, mais pas simple. Mais Ok. voilà. Quand tu arrives Alors, excuse-moi dans de. une sélection, la Pologne est un pays quand même très attaché à sa langue, ses valeurs. Et en fait, tu essayes de faire. J'ai tout essayé. J'ai essayé de parler le polonais. Mais tu peux pas t'acheter une culture finalement. Oui. Et même essayer de faire semblant. J'ai essayé de me mettre dedans, mais une culture, c'est Quoi, en toi. t'as essayé de faire le polonais, tu jouais bourré, en fait, c'est ça? Mais non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont essayé de me mettre dans un carcan. Tu sais, moi, je suis une tête de cochon un peu. Quand tu me forces à faire des trucs et quand tu insistes un peu trop, ben moi, je fais l'inverse. Donc, ils ont essayé de m'inculquer des trucs. Il fallait absolument que je parle tout de suite. Mais va apprendre le polonais. Là. Le polonais, c'est la 4e langue la plus dure à apprendre. À 26 ans, quand tu as déjà 2 enfants et que tu joues tous les 3 jours et que tu es en déplacement tous les 5 minutes, tu vis pas dans la ville, dans le pays, donc tu te fais jamais à l'oreille. Et donc, il me tombait dessus à chaque fois. Et en fait, avec Boniek, ça a été un peu la guerre parce que lui a vécu complètement autre chose. Et je suppose que vous connaissez le festival du film La Lucarne, où il y a les films de foot et tout. Et j'ai été le parrain d'une édition. Et il y a eu une édition sur la Pologne, Boniek, l'équipe de Boniek, quand la Pologne a failli passer sous régime communiste. Et les gens en fait, se sont identifiés à cette équipe qui, eux, étaient en train de faire un parcours exceptionnel en Coupe du Monde. Et ils ont résisté parce que les mecs leur donnaient de la force à des milliers de kilomètres et qu'ils les rendaient fiers et tout. Donc, mais je l'ai compris qu'après. Si Boniek, on avait eu dès le départ un échange sur vraiment ce qu'il avait ressenti, ce qui était. S'il m'avait montré ce documentaire en tout premier, plutôt que de me forcer à apprendre l'hymne national et à parler couramment au bout de 6 mois, ben, je suis sûr que les choses elles se seraient passées autrement. Et en fait, ça a été un rendez-vous manqué. Alors j'ai aussi ma part de responsabilité parce qu'à un moment donné, je me suis senti acculé et je me suis un peu renfermé. Quand j'allais en sélection, j'étais un peu souvent dans ma chambre. Enfin, tu vois, j'essayais j'ai pas participé assez, mais parce que je me sentais un peu à l'écart. Mais ouais, c'est un rendez-vous manqué avec la sélection, même si on a vécu des super trucs. Hein. J'ai quand même 40 sélections Oui. Et j'ai l'Euro vécu des aussi. choses, C'était en l'Euro, groupe. des qualifications pour les Coupes du Monde. J'ai joué avec des joueurs de top niveau. Et Donc, Damien Perkis, par exemple, il a vécu la même chose que toi, au même niveau? lui, ils ont été pires encore. Ah Parce que ouais? moi, mon nom, déjà, ça faisait un peu Aubragnac, c'est quand même déjà, bon. Ah oui, oui, c'est vrai. T'es là depuis longtemps, donc si tu veux, ça a mis du temps, mais ils ont réussi à m'accepter. Mais Damien, alors autant dans l'équipe, ça se passait très bien, et avec les supporters, ça se passait très bien. À part avec les leaders, où on se frottait un peu, mais bon, dans les sélections, c'est partout pareil. Hein. Il y a les guerres d'ego, et c'est celui qui a on se la mesure, et c'est celui qui a la plus grosse. Mais lui, ils l'ont carrément traité de déchet français, quoi. En gros, je ne sais plus qui avait dit ça. Il l'a attaqué d'ailleurs. Je crois que c'était le président de la fédération, Non, je crois pas que c'était Lato. Non, c'était un. Et je me demande si c'est pas Boniek d'ailleurs qui avait dit ça. Et non, ils ont été sévères avec lui. Ça a été. D'ailleurs, il est parti en procès et tout, hein, je crois, Damien. Ah ouais, d'accord. C'était contre l'ancien gardien de la sélection nationale, Jan Tomasnewski. Qui jouait à Manchester. Et ouais, je crois, ouais. Ouais, après toi, tu avais là-bas, vous aviez comme relais francophone, il y avait Krikoviak aussi, c'était. En fait, si tu veux, l'histoire, elle est un peu, elle s'est mal copiée d'entrée. C'est-à-dire que moi, j'arrive entre deux générations. Ouais. Le capitaine de l'équipe polonaise à cette époque-là, c'est Michał Jewlakow, qui était le capitaine de l'Olympiakos. Et moi, j'ai joué avec son frère jumeau Marcin à Metz. Et en fait, Marcin a appelé son frère quand il a vu que j'avais la nationalité, et il a dit quand Ludo il arrive, tu le prends un peu sous ton aile. Donc moi, quand je suis arrivé en sélection, les Lewandowski, Błaszczykowski et toute la clique,
bah, il jouait encore. Lewandowski était à Poznan. Mhm. Allez, Il n'était pas encore, il n'avait pas encore. C'était le jeune montant, mais il était dans la sélection. Il n'était pas, il avait pas. C'était les anciens. Et moi, en fait, j'ai très vite été intégré par les anciens. Et Dariusz Lewandowski, Dudek et toute la clique. Ouais, tout à fait. Et je pense que ça a créé, comme les anciens calculaient pas trop les jeunes à ce moment-là, il y a eu un peu de jalousie, d'autant que moi j'ai commencé mon premier match, j'ai mis 2 buts. Doublé, ouais. Donc Contre la Grèce. j'ai occupé l'espace médiatique pendant un long moment. Ce que c'est fait là, je pense qu'ils m'en ont voulu en fait de pas avoir été assez proche d'eux. Et quand 6 mois après, on rate les qualifs pour la Coupe du Monde, Léo Benaker s'en va et tous les anciens décident de s'arrêter. Les jeunes prennent le pouvoir et à partir de là, ça devient un peu compliqué. Juste dans le chat, on nous demande beaucoup, bon, je pense que c'est par rapport à l'actualité marseillaise. Est-ce que tu as parlé ou beaucoup parlé à Milik? Je lui ai envoyé un message pour lui dire que s'il avait besoin de quoi que ce soit en France, moi je connais des gens sur Marseille pour l'aider à s'acclimater parce que je savais qu'il arriverait dans un contexte difficile. Donc voilà, on est en contact. S'il a besoin de quoi que ce soit, je lui ai dit que je serais là pour lui, pour l'aider, pour trouver une habitation. Voilà, il y a des gens sur place qui seront prêts à l'aider. Donc je lui ai envoyé un message le jour où Villas-Boas est parti et truc. Je lui ai dit, je t'avais dit que l'OM c'était spécial et il m'a envoyé des icônes là, tu sais, où ça rigole là. Les smileys, ouais. Mais bon, franchement, dans le contexte, le match qu'il fait à Lens, franchement, c'est propre. Ah ouais, totalement. Ouais. Totalement propre, ouais. Ah ouais, il inscrit son premier but en plus. Il peut faire 2 buts ou un but, une passe D. En n'ayant pas été vraiment alimenté en ballon. Ah, ça c'est sûr. Mais justement, tu penses quoi de l'arrivée de Milik? En un match, il a fait plus que les derniers attaquants sur les 5 dernières années à l'OM. T'as la réponse là. Merci. La réponse était décalée, mais c'était bon. Mais, ouais, c'est vrai. Mais totalement, hein. Non, mais c'est un vrai, enfin, tu vois, c'est un vrai neuf. C'est un mec qui va planter et je pense, qu'il manquait à Marseille, c'était du réalisme et de la finition, tu vois. Parce qu'en soi, il y avait des occasions. T'as vu l'appel sur le but? Ouais. Mais c'est un vrai but de buteur, hein. La manière dont il la met, je sais pas, il l'a trouvé, hein, tu vois. Mais franchement, il sent le coup, quoi. C'est-à-dire comme s'il savait que le ballon allait arriver là, alors que c'est une volée d'Alvaro. Ouais, c'est ce que j'allais dire. L'instinct du buteur, franchement. Non, c'est bonne pioche, vraiment bonne pioche. Ah, mais ça, c'est sûr. Puis en plus, dans les conditions dans lesquelles il arrive, tu 8 vois. millions, c'est donné, hein. Bah ouais, c'est ça, hein. Pour le joueur que c'est, on se rappelle, hein. Il y a encore quoi, 2 ans, il y avait la Juve vraiment qui se la. Bon, même si là, il y avait encore des touches, hein. Mais ça se l'arrachait, enfin, ça le voulait à fond, quoi. Après, c'est Naples. Ouais, dans l'idée, ouais, c'est vrai. On se dit pas ça. Et Naples, justement, après, c'est par rapport à leur jeu, je pense. Naples, ils aiment jouer au ballon, les petits attaquants. On voit Llorente qui arrive pas à rentrer dans les plans de Gattuso, etc. Bon, c'est une autre histoire, mais franchement, Milik à Marseille. Oui, mais après, Milik aussi, je veux dire, le contexte. Il a pas eu de chance non plus. Ouais, mais le contexte marseillais, c'est une chose. Mais jouer à Naples, le contexte napolitain. Oui, il connaît. Voilà. Il faut se le fader aussi, hein. Je veux dire, c'est pas. Attends, non, mais Nando, il a quand même refusé de prolonger. Imagine la pression du président de Naples et la Vox Populi, tu vois. C'est le mec, il a des gaufres, hein, quand même, hein. Attention. Ah, puis il a un entraîneur il a un entraîneur, rien que quand il te regarde, ça te fait mal presque. C'est Gennaro Gattuso, quand même, tu vois. Je pense que là, tu vois, c'est chaud, quoi. Mais non. Il y a pas mal de questions encore. Tu y vas, Sofiane? Bien sûr, je vous attends. Vas-y, enchaîne. Okay. Alors, ok, encore Milik. Bonsoir à tous, merci de Ludo pour sa présence, qui nous dit Romano. Alors, on nous dit bonjour à tous. Est-ce que consultant footballistique, ça t'intéresse par la suite ou pas du tout, Monsieur Bragnac? Je pense que c'est plus par rapport aux commentaires, mais en tant que consultant, moins de commentaires. Mais c'était pas prévu, mais je dois dire que je prends un sacré plaisir à faire ce que je fais actuellement.
à la fois avoir pu alterner le format radio et maintenant être sur le format télé, honnêtement, je plairais autant d'être dans ce milieu-là. Je trouvais que c'était un passage intéressant parce que c'était l'occasion de continuer à rester dans le microcosme du football et de rester visible. Après, je pensais pas que ça allait durer. Ça fait déjà maintenant, ça fait 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Je pensais que j'allais faire 1 ou 2 ans et puis que j'allais partir sur autre chose. Mais honnêtement, je suis comme un coq en pâte, notamment sur la chaîne L'équipe. Ils m'ont donné beaucoup de responsabilités et je suis très heureux sur cette chaîne. Tu sais, moi j'aime le côté un peu corpo. On a vraiment une bonne équipe. On se marre, ça chambre et tout. Donc, Tu te sens bien, ouais. je retrouve un peu l'adrénaline et le côté vestiaire, tu vois. Ça L'équipe, manque un ouais. peu ça aussi, hein. Donc, bien sûr, à un moment ou à un autre, j'aurais envie de retourner, proche du terrain ou en tout cas dans les coulisses d'un club. Mais ce que je fais actuellement me plaît et je peux imaginer, je peux me projeter encore quelques années comme ça. Ok. Et ensuite, il y a une question intéressante de Guy0206 qui nous dit Alors attends, Ludovic. et t'as Neil Narbonne qui t'envoie le bonjour parce que tu vois, il dit il voit pas le chat, donc Neil, Mais non, justement, j'allais juste après la question, pardon, attaquer. non. J'ai ma petite liste. Je l'ai vu. Excuse-moi. Il m'a attaqué avec la Juve, Il a donc bossé, ne il a t'inquiète bossé, pas. attention. Alors ensuite, donc Guy qui nous dit Ludovic, as-tu eu des offres de gros clubs quand tu étais à Lille avant d'aller à Bordeaux? Je pense que ton passage à Bordeaux, pardon, a gâché ton parcours. Ça c'est pour Nando. Alors que c'est des... pardon, je vais répondre à sa place. C'est ce qu'il a relancé, Bordeaux. C'est ce qu'il a relancé, Bordeaux. Relancé entre guillemets. Relancé parce que j'étais pas stagnant non plus à Lille, mais non, mais t'étais juste. C'est le club qui t'a permis de retrouver une place de titulaire et de regagner un trophée, quoi, ouais, quand même. Prévu Bordeaux, honnêtement, ça s'est fait sur un coup de tête un peu parce que je sais pas si vous avez suivi un peu ma carrière, mais mes premières années, j'ai une certaine fidélité au sein des clubs. Je m'attache beaucoup. Je suis vraiment j'aime rentrer à l'intérieur d'un club et je me sens investi d'une mission quand j'y suis. Et le fait d'être resté très longtemps à Metz et très longtemps à Lille faisait imaginer ma fin de carrière avec Lille. Okay. 2010-2011, honnêtement, j'étais tellement bien là-bas que j'avais imaginé, moi, un plan de carrière où j'imaginais facilement reprolonger de 3-4 ans à Lille. Simplement, il y a eu l'année 2011 où finalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur le fait que c'est assez paradoxal parce que c'est ma plus belle saison et c'est sûrement la saison où j'ai le moins joué. Donc, dans la balance, c'était assez compliqué pour moi sur le plan psychologique pour pouvoir analyser tout ça. Néanmoins, j'ai joué le jeu à fond et j'ai été récompensé parce que j'ai été récompensé d'un but en finale de Coupe de France et je marque une semaine après au Parc pour le match du titre. Après ça, avec le coach Garcia, hasard, c'était improbable de pouvoir leur prendre la place et il y avait une hiérarchie qui était normale. Gervais s'en va, il signe Arsenal et c'est Dimitri Payet qui devait arriver. Et Payet, je savais que j'allais le bouffer sur la durée. Donc à ce moment-là, je me suis dit ok, il y a une concurrence qui sera saine. C'est lui qui va te bouffer maintenant. J'ai attendu, il y en a un qui allait la faire et voilà, c'est Nando. Il fallait que ce soit Nando. Voilà. Donc je me mets en concurrence avec lui, pas de problème. On commence la saison. Ce qui se passe, c'est-à-dire que lui commence, mais comme il commence toujours très lentement, j'ai vite repris le dessus. Et à ce moment-là, il y a Auxerre qui se positionne parce que j'avais été à Metz avec Jean Fernandez. Et c'est l'année où, tu sais, ils sont qualifiés au barrage contre Saint-Pétersbourg et ils tombent Milan, Real et Ajax. Et Jean Fernandez veut me récupérer. Le refuse, me bloque en me disant non, on compte sur toi cette année, compte sur toi. Et le coach et le staff et le club font signer Joe Cole le dernier jour du mercato. Oui, je m'en souviens. Là, j'ai chopé les abeilles et je leur ai dit ok, ça se passe comme ça. Par contre, dans 6 mois, je serai plus là.
mis à exécution les menaces parce que je l'ai vraiment mal pris. Je me suis senti vraiment trahi. Je l'ai déjà senti un peu trahi le jour de la finale quand j'avais pas été aligné dans le 11. Finalement, ça a été bénéfique pour moi puisque si j'avais joué tout le match, peut-être que j'aurais pas fait ma carrière sur ce but en finale, mais je leur en voulais. Aussi Gilo qui m'a appelé, qui a vraiment été bienveillant, concret, et donc j'ai dit allez banco, on y va. Et puis et l'arrivée se fait, le tampon se fait hyper bien parce que dans l'équipe il y a déjà des mecs que je côtoie, que je connais très bien. Il y a Mika Siani, il y a Yaro Plasil. Donc en fait ça se passe très 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 bien. Et le déclic c'est le coup franc contre Toulouse où en fait, tu sens que le groupe veut me mettre en avant. Yaro me laisse un coup franc qui est pour lui à la base. C'est un coup franc pour droitier. Et il me dit, vas-y, il est pour toi, vas-y, prends-le. Et je mets une petite feuille morte au-dessus du mur. Je crois que c'est le but du 2-0 d'ailleurs contre Toulouse dans le derby. Et puis là, c'est la machine, quoi, tu vois. Derrière, j'enchaîne. Retour au LOSC, doublé avec le match fou, le but du 5-4. Ce match, vous vous en rappelez un peu dans le chat, et même ici, les gars, vous en rappelez de ce match-là. C'est un match à Lille où ça commence 1-0 pour Bordeaux. Oui, c'est ça, 1-0 pour Bordeaux. 1 partout, 2-1 pour Bordeaux, 3-1, 4-1 pour Bordeaux. 4-1. Ils reviennent à 4-4 et ils marquent à la 93e et il finit, je me rappelle, il marque à moitié en glissant une reprise. Et il finit les bras en croix comme ça au milieu du terrain. On gagne 5-4. Ce match-là, c'était un match de folie à Lille. Mais pour l'anecdote, je devais pas le jouer ce match. Ah. Il y avait une négociation. En fait, ça traînait sur quelques détails. Et en fait, le LOSC ne voulait surtout pas que je joue contre eux. Mon agent avait plus ou moins laissé entendre, et moi aussi, qu'on jouerait pas ce match. Et en fait, le deal se fait, et la semaine du match, tout le monde commence à en parler, et le président, Jean-Louis, me chope. Il me dit, c'est quoi ces histoires-là, comme quoi tu vas pas jouer, c'est quoi, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, ouais, président, pour forcer un peu la main, on a dit que peut-être on jouerait pas le match qui arrivait quelques semaines. Et il m'a dit, mais attends, vous avez craqué ou quoi? T'es pas en prêt là, je viens de t'acheter. Je t'achète, je fais ce que je veux. C'est Jean-Louis, comment il est? Je t'achète, je fais ce que je veux. Avec le pantalon moutarde. Et là, quand t'as Gargamel qui arrive comme ça et qui te dit ça, tu fais pas le con. Le LOSC, ils sont dépités parce que le DG qui fait une scène à mon agent 2 heures avant le match en disant vous êtes des pourris, vous n'avez pas de parole. Puis quand tu vois le scénario du match, non, mais j'étais ultra. J'avais une revanche personnelle à gérer sur ce match parce que j'avais vraiment une paire de glandes comme ça parce que je trouvais que c'était mon histoire au LOSC pour montrer qu'il s'était trompé. Donc ce soir-là, j'étais possédé. Hein. Et puis tu sais, si tu t'imagines un scénario pour une espèce de petite vengeance personnelle, le scénario, tu peux pas mieux l'imaginer, quoi. Ah bah ouais, c'est sûr, hein. Tu marques un doublé et à la 93e minute pour le 5-4, après qu'ils aient eu l'espoir de revenir, c'était sadique presque. Et tu vois, si j'avais eu un fouet et un peu de latex, là, on était bon, hein, tu vois. C'est la vraie définition de la clim, hein. Ouais, non, mais pas de clim, parce que finalement, les gens avec qui j'ai un lien, mais vraiment très particulier, les supporters lillois, comme les supporters bordelais d'ailleurs, j'ai toujours eu un lien très fort, moi, avec les supporters. Les supporters, en fait, étaient déçus, mais ravis pour moi. Clim, parce que les gens ont plus applaudi qu'autre chose à la fin, quoi. Bien sûr. Et attends, juste parce que j'avais une question qui justement arrivait là-dedans, par rapport à ça. Vas-y. Juste pour... Non, mais après, je vais vous dire, excuse-moi. Donc, Neil, puisque déjà on lui passe le coucou, même s'il me vanne avec la Juve. Et ensuite, il a dit que tu as piqué sa blague. Mais non, mais c'est juste, il arrive. Des pubs pourries, là, ou pas? Ouais, il arrête pas.
vois faire des positions bizarres et tout. Ouais, c'est un homme sandwich en fait. La petite maison dans la prairie. Ouais, j'arrête pas de le. Non, mais tu vois, il est comme ça. Il m'a dit, je vais arrêter de mettre des photos. À chaque fois, tu me fais des montages pourris. Je dis, ben ouais, tu me mets des pièces. Enfin, mais il tend le bâton en même temps. Hein. Ouais, non, moi, je voulais savoir par rapport à, justement, je voudrais que tu nous expliques un peu. Tu as une relation qui est, comment dire, qui est enfin pas paradoxale, mais qui est contrastée avec Rudy Garcia. C'est-à-dire que la relation, quand tu l'avais comme entraîneur, on le sait clairement que c'était tumultueux, c'est-à-dire que plein de fois, il t'est rentré dans la gueule et toi, vous êtes pris la tête, tout ça. Même, ça veut pas dire qu'il te faisait pas jouer, hein, mais tu vois, comme tu l'as dit, t'as ton caractère, il a son caractère. Tac, ça s'est passé. Bon, il doit être dans le lot des personnes où tu as été déçu un peu, voilà, quand tu es parti. Et à contrario, moi, ce que j'ai trouvé chouette de ta part, parce que qu'on aime ou pas Garcia, le truc, t'as pris une position lorsque Payet a commencé à jouer un peu avant le OM-OL en disant que Garcia, il allait falloir qu'il vienne au Vélodrome, ou je sais plus ce que c'était, un truc, bon, je sais plus ce qu'il avait dit. Et toi, t'avais pris position, en fait, en faveur de Garcia, alors que c'était pas à la base ton meilleur ami. Rudy, ça a jamais été non plus. C'est jamais parti dans les tours. En fait, je crois qu'il y avait une certaine tendresse affective entre nous. Simplement, moi, j'étais un compétiteur, j'étais un forcené. Moi, quand je jouais pas, j'en mourais. C'était pour moi un truc comme une. Je sais pas t'expliquer ça. J'étais pas bien quand je jouais pas. C'était viscéral. Je rentrais, j'étais pas bien. Même avec ma femme, elle essayait mais il fallait absolument que je joue. C'était primordial pour moi d'être dans les 11. Alors après, avec plus d'expérience, tu te rends compte que j'en ai voulu sans vraiment lui en vouloir parce qu'il m'offre le plus beau moment de ma vie finalement. Il m'offre le plus beau moment de ma carrière. J'en ai voulu parce que sur cette saison-là, j'ai avalé beaucoup de couleuvres. Beaucoup. C'est dans l'esprit. C'est ce qui a fait notre force d'ailleurs, c'est qu'on avait un banc de mecs exceptionnels. Et ce qui a créé d'ailleurs, ça a été le ciment de cette équipe. Hein, c'est que, en fait, les titulaires nous ont jamais snobés. Et nous, on a toujours été au cul des titulaires pour les pousser à leur maximum. J'ai trouvé, en fait, c'est nous qui avions fait les remplaçants avec Pierre-Alain Fro, Tullio De Melo, David Rosenal. J'en oublie sûrement, mais j'en passe des meilleurs. Mais on avait fait le parcours en Coupe de France. Le jour de la finale, on savait qu'il allait remettre l'équipe titulaire. Mais Flo n'est pas là. Il est blessé ou suspendu. Et moi, je m'imagine, je pense que il n'y a que moi qui peux jouer dans ce milieu à 3 pour pouvoir jouer ce match-là. Parce que c'est une finale. Il y a que moi, je vois que moi. Donc dans ma tête, c'est moi, je vais commencer. Et comme le coach avait tout le temps l'habitude de venir avant les matchs, prévenir les mecs, notamment des mecs qui. Moi, j'avais besoin qu'on vienne me dire avant que je jouais pas, parce que j'avais toujours besoin qu'on m'explique le comment du pourquoi. Et cette fois-ci, il vient pas, donc j'avais l'impression que j'allais jouer, j'allais commencer. Et quand j'arrive à la causerie et que je vois que c'est Idrissa qui commence Gay, qui avait fait 2 matchs avec nous et qui commence la finale, franchement, je l'ai mal pris. La moutarde, elle est montée là. Et pendant la causerie, en fait, je me suis levé et je me suis barré. Alors après, la légende dit. Alors, on a refait un chat ensemble, enfin un Insta live. Pendant le confinement. Il dit qu'il a vu en fait que j'étais parti, mais qu'il espérait que les autres fassent le taf pour me ramener un peu dans le groupe. Et j'avais appelé le taxi. Mais je l'ai pris, mais de manière personnelle quoi. Ça a été frontal. C'était une attaque contre moi. Et c'est Flo Balmont et Pierre-Alain qui m'ont vu partir, qui viennent dans la chambre et qui me mouspillent en fait. Ils me gueulent dessus en me disant mais
tu connaîtras peut-être plus jamais de finale, t'as pas le droit de nous lâcher, tu vas rater un moment exceptionnel. Donc eux, ils me ramènent un peu. Mais j'avais la mort. Je reviens dans le groupe, je boudais et tout, je voulais rien entendre. Et en fait, quand j'étais m'échauffé, en plus, ils m'envoient m'échauffer à la 45e. C'est-à-dire quasiment 40 minutes d'échauffement. Mais si tu mets une caméra sur moi, à ce moment-là, c'est le Grand Prix d'Amérique. Un canasson. Je faisais des sprints, mais pendant 40 minutes, j'ai fait que des sprints, mais j'étais conditionné. Et en fait, c'est ça. Ce but-là, il vient un peu. En plus, t'as vu la trajectoire de la balle? Ouais. Il y a tous mes sentiments qui sont dans l'effet de ce ballon, en fait. C'est des hauts et des bas, tu vois, des hauts et des bas. Et ça se passe comme ça, en fait. Quand je rentre, je suis conditionné pour faire un truc en disant putain, tu m'as pas respecté, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et puis derrière, bah voilà, hein, après on connaît l'histoire. Mais si tu veux, ça se joue à rien. Parce que si j'ai pas des potes, si je suis pas dans un groupe où on est comme ça, bah peut-être que je passe à côté du plus beau moment de ma carrière. Et puis derrière, ma carrière, elle est peut-être pas la même. Hein. Ouais, et puis donc voilà, et c'est ça que je veux dire, c'est que tu as moi ce que j'ai aimé dans le personnage Ludo Bragnac, c'est que tu t'es penché sur tes histoires avec les entraîneurs après ta carrière. En fait. Si tu veux, t'en as pas trop parlé pendant que tu jouais, même Non. si parce que tu vois, je veux pas dire, mais je pense qu'il y en a un paquet, ils vivent la même chose. Tu as déjà l'article le lendemain, ça parle, c'est ceci, cela. Et je pense que c'est ça quelque part que tu as dû un peu reprocher à Payet entre guillemets, tu vois, Tu sais ce que je lui reproche à Dimitri? D'avoir un peu utilisé les supporters. Non, il est mauvais joueur sur le coup. Parce que, alors, après, c'est un mec, il aime bien se chauffer tout seul. Tu sais pas pourquoi, des fois, lui, il a besoin de se chauffer. Donc, il va prétexter ou il va trouver quelque chose ça va le motiver. Mais là, en fait, vu l'envers du décor à Lille, il l'a surprotégé sur les 2 premières années, notamment sur les 6 mois où moi j'étais là, il l'a surprotégé parce qu'il était nul et il jouait tout le temps. Donc il l'a surprotégé. Moi, je suis parti à cause de ça. Donc tu vois, moi, il y a un truc, moi, mon histoire personnelle, elle est liée aussi un peu à ça parce que je pars de Lille un peu à cause de ça. Et il vient à Marseille et il lui fait signer un contrat de 5 ans, hein, parce que si Rudy dit pas oui, le contrat, parce que Hérault lui avait donné les pleins pouvoirs. Hein. Donc s'il dit non au retour de Dimitri il signe pas 5 ans à 500 bâtons à Marseille. Donc si tu peux pas réduire un mec que tu as eu dans un club, qui t'a surprotégé, qui t'a fait avoir un contrat, à 3 mois où ça s'est mal passé, ou peut-être lui, il a autant de responsabilités que le coach. Tu vois, le jeter en pâture, ça, je trouve que c'est être mauvais joueur et pas loyal. Ouais, c'est vraiment cracher dans la soupe dans laquelle t'as mangé, quoi. Et puis aux dernières Tu peux cuillères. pas. Le mec, il t'a mis bien tout le temps, et parce que ça c'est sur les 3 derniers mois, vous avez eu un truc, et tu vas et ce qu'il il l'a jeté au crocodile. Hein. Bon, en même temps, il a, je sais pas, des fois, tu as vu, il se chauffe et il a besoin de ça pour des performances, comme s'il avait perdu un peu la motivation, qu'il trouvait des superfuges pour pouvoir c'est son adrénaline, quoi. Mais... Tout à fait. Vas-y, So. J'ai une petite question de Joss qui me dit, question un peu bateau, mais c'est quoi ton plus beau souvenir, je pense qu'il veut dire, parce qu'il a dit plus souvenir, en tant que footballeur? En fait, parce que c'est une succession. On n'a pas entendu le début. Pardon. Plusieurs, je crois. Parce que c'est une succession d'événements. J'ai connu des choses, notamment à Metz, les équipes de jeunes. J'ai été vice-champion de France poussin quasiment. Ça faisait même pas 2 ans que je jouais. J'avais commencé le foot. On se retrouve à Clairefontaine avec mon équipe. On joue l'Olympique de Marseille en finale. C'est Aimé Jacquet qui donne le coup d'envoi. Après, j'ai gagné la Gambardella. Ça a été. Je crois qu'on fait le doublé avec Metz en 2001. Championnat Gambardella, ce qui avait jamais été fait. Ça avait jamais été. Ou alors ça datait de très loin. Ça aussi, c'est un moment de vie incroyable parce que c'était l'adolescence, l'aventure humaine. En fait, moi, j'ai toujours les souvenirs sont liés plus à l'aventure humaine qu'au résultat.
Tu vois, là, j'ai pas un grand souvenir de la Coupe de France avec Bordeaux. Il y a pas eu le. C'est rien. On a gagné la Coupe. On est tous repartis à l'aéroport. Tout le monde dormait. Il n'y a même pas eu un truc sur place où on a fêté. Il y avait les. Non, ça a été le lendemain, on a fait un truc place Péberlan. Ça a duré 20 minutes. Et puis c'était comme ça, tu vois. Donc, j'associe souvent les événements à l'aventure humaine qui va avec. 2011, ça a été complètement dingue parce que le groupe était en osmose totale, c'est-à-dire que j'avais jamais vécu ça dans un groupe. Tout le monde s'entendait bien. C'était le matin, t'arrivais, c'était la déconnade. En même temps, il y avait le sérieux à l'entraînement. Il y avait les résultats. Quand on faisait les conneries ensemble, on les faisait tous ensemble. Quand on montait au front, on montait tous au front. Donc on était tout le temps, on était comme ça, quoi. Tu vois, c'était. Et moi, c'est-à-dire que, tu vois, chez moi, j'ai pas les trophées sur les cheminées accrochés partout. Tout est là. Tout est là, en fait. C'est les souvenirs, des accolades, des moments où on a douté, qu'on s'est réunis, où on a discuté, où on s'est rentré dedans. Parfois, on s'est mis sur la gueule. C'est ces moments-là, en fait, qui ils sont dans le disque dur et j'ai pas besoin. Finalement, le reste, c'est accessoire. Ok. Justement, j'avais une question à te poser par rapport à ces souvenirs. Enfin, c'est une question assez ambiguë, on va dire, puisque en gros, si tu veux, toi, du coup, tu as connu un football qui était très différent, tu vois. Aujourd'hui, on se retrouve avec un football où il y a 90 000 caméras de partout, les mecs sont filmés au moindre truc. Après, voilà, ça a pris une autre ampleur, on va dire, ne serait-ce que sur le côté financier, sportif, etc. Est-ce que tu aurais préféré jouer à ton époque, tu vois, ou peut-être jouer aujourd'hui si tu avais l'occasion? Parce que bon, aujourd'hui, du coup, tu vois, outre les mémoires, tu veux revoir un but que tu as fait en Coupe de France contre une D5, tu vois, tu le vois assez facilement. Chose qu'avant, tu vois, il n'y avait pas forcément ces choses-là. Le monde dans lequel j'étais, on n'était pas encore, on était aux prémices des réseaux sociaux, Mhm. c'était les blogs MySpace, tu sais, donc tu vois, c'était tranquillou, tu vois, on était peinards. Là, je plains les mecs, hein. Honnêtement, je les plains. Ouais, bah ouais, parce qu'aujourd'hui, au moindre écart, C'est tout le monde donne son avis sur tous les sujets, puis t'as plus de vie. Si tu veux, on est condamné, enfin les mecs sont condamnés à être des exemples en fait. Et si tu sors du cadre, bah t'es stigmatisé directement. Nous, à l'époque, il n'y avait pas de caméra, il y avait moins de caméras, il y avait Mhm. moins, on n'était pas pisté comme ça, comme on peut l'être aujourd'hui par les réseaux, où la moindre info, elle peut circuler en 20 secondes et toucher des milliers de personnes. Des fois, tu sais, il y a à boire et à manger, quoi, tu vois, il faut tout pour faire un monde. Donc, tu avais des mecs, moi j'ai connu des Keita qui sortaient et qui tous les soirs, il allait se coucher à 3 heures après être sorti. Et puis il arrivait à l'entraînement avec les lunettes noires et il nous foutait le feu à 8h30 le matin avec les chansons africaines et il dansait, il mettait une humeur de malade. Et puis à l'entraînement c'était un fantôme et puis en match il était incroyable. Et, Ah, puis tu après, vois, t'avais des mecs tous ces charismatiques aussi, trucs-là, Pierre. des fois après une défaite, on avait besoin de se retrouver pour aller se mettre une murge tous ensemble, pour oublier un peu la sinistrose, le truc. Mhm. Aujourd'hui, tu fais ça, mais t'es stigmatisé de suite. Ouais. Donc tu vois, en fait, tu surjoues tout le temps. C'est pour ça que les mecs sont de moins en moins naturels et qu'il y a moins d'osmose dans les groupes et que tu sens pas les mecs investis d'une mission, ils sont pas mais en fait, il faut les comprendre parce qu'ils jouent un personnage qui sont pas forcément. Et ils C'est sont obligés plus. de jouer un rôle, quoi. Et du coup, Ouais, au moindre écart, ça leur tombe dessus. Hmm. l'époque, on pouvait, Moi, on pouvait faire des choses. j'ai lu la bio d'Adil Rami, là. Et et je me suis marré parce que, tu vois, là, même quand je préparais l'émission à ton sujet, je me disais, mais bon, parce qu'il dit pas des noms de tout le monde. Et là, je m'imagine, tu sais, tu mets des noms, tu mets des mecs à la place, tu sais. Et non, mais tu sens en tout cas Ah, que mais c'était la pura vida, comme on disait, tu vois. C'était vraiment. il y avait pas de. On était des mecs comme les autres finalement, c'est-à-dire on avait nos soucis, nos trucs, et on pouvait les régler comme. On, comment on avait une
à nous de les régler. Aujourd'hui, je crois que tu es obligé d'être dans un cadre. C'est-à-dire, on te dit, voilà, c'est cette situation-là, il faut réagir comme ça. Et si tu n'es pas dans le cadre, ben, déferlante de merde, quoi. Tu vois, c'est. Mais c'est fou parce que. T'as des mecs qui sont pas prêts pour ça. C'est fou parce qu'on parle pas d'un décalage, on parle pas des années 80, on parle d'il y a 10 ans, quoi. C'est fou, en 10 ans, l'évolution, entre guillemets. Moi, je trouve ça assez étonnant. Moi, je trouve ça terrifiant. Aujourd'hui, je trouverais ça terrifiant parce que en fait, t'es terré comme t'es un terrier, quoi, et tu sors jamais de ton terrier parce que t'as peur de tout, finalement. T'as peur On se de demande tout. ce qu'il y aura dans 10 ans. Hein. Et quand t'es pas toi-même, n'oublie pas que le foot, c'est là, hein, surtout. Hein. Oui. C'est la confiance en toi, c'est le rapport aux autres, c'est tout ça. Quand là, t'es pas au clair et que tu te sens angoissé, t'es pas naturel, ben ça s'en ressent un peu sur le terrain aussi. Hein, t'es pas le même joueur. Tout à fait. Tout à fait. Et juste, il y a football. C'est pour ça que j'aime pas le côté exemple. On a tous besoin d'extérioriser les choses de manière différente. On a tous des sensibilités différentes. Donc des fois, tu as un mec qui a besoin de faire un truc que l'autre ne ferait pas. Mais si tu veux, à l'époque, il n'y avait pas de jugement sur ça. Aujourd'hui, ça juge en permanence et ça me dérange profondément. Ok. Vas-y. Juste, excusez-moi, puisque parfois ça coupe, c'est pour ça que. Vas-y. Il y a Football Tactique qui nous dit bon, Nando, faut que je dorme, donc fais-moi une tête de même que j'aille dormir, s'il te plaît. Je te fais laquelle? Celle-là, tu veux quoi? Et d'ailleurs, les mecs, merci à. On a Football Sud Sud Soleil qui a pris un abonnement, donc merci beaucoup à toi, frérot. Ah, ben on envoie des cœurs en général. Et il y a Matt FCGB qui nous a envoyé 300 bits, et du coup, il a démarré le train de la hype, donc merci beaucoup à toi aussi, frérot. C'est parti. On est obligé. Tu sais, c'est quand les gens s'abonnent, ça donne un. S'il vous plaît, arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Arrêtez. Non, on est obligé. C'est notre. Je peux plus me les voir là, les mecs. Ah mais non, mais nous. Non, mais nous c'est des vrais. Nous ça vient de là. C'est des vrais, ouais. On n'est pas comme Manu Petit là qui nous met la mer à droite. C'est énorme, Manu. Énorme. Et dans le chat, on nous dit, c'est une nouvelle par rapport à Nîmes, que comme quoi Harpinon, voilà, je l'ai bien dit, à ce qui paraît va partir. Voilà. Ouais, j'espère que ça n'a pas de lien avec ce que c'est aussi ça, les gens minimisent. Des fois, les gens minimisent le. C'est pas parce que vous connaissez bien un peu le sujet. C'est pas important auprès des joueurs que tu es forcément celui qui mène la danse. Je pense à Laurent Blanc et je pense à Harpinon et Blacard. On a stigmatisé beaucoup Blacard en disant qu'Harpinon, c'est lui qui faisait tout. Voilà, ben, tu vois aussi quand. C'est des binômes, hein. C'est un travail de binôme, c'est good cop, bad cop un peu, hein, d'être adjoint numéro 1. Attention, hein, adjoint, c'est pas la même chose que d'être numéro 1. T'as plus le même rapport avec les joueurs. Hein. L'adjoint, il est proche des joueurs, il essaye d'être l'entremetteur, d'être le conseiller, d'être quand t'es coach, c'est plus la même, hein, attention. Donc, tu vois, c'est aussi dangereux de dire ouais, mais c'est le binôme, c'est l'adjoint qui fait tout. Ouais, mais l'adjoint, quand il va être numéro 1, on va voir aussi. Donc, là, du coup, normalement, ça devrait être Pascal Plan qui devrait prendre l'intérim et voir si après la suite, mais bon. Je connais très bien Pascal. Je connais très bien. À Lille, sous l'ère Claude Puel. Et j'adore. Tu vois, moi, des premières infos que j'ai eues, à partir du moment où il est arrivé, il a commencé à prendre les choses en main, etc. Ouais. Les joueurs ont de suite accroché. Ses entraînements. Les mecs vont se régaler à l'entraînement. C'est ludique, franchement, c'est exceptionnel. Ce mec, il est énorme parce qu'il a gardé les mêmes méthodes d'entraînement. C'est un ancien footballeur pro, mais qui est passé. Je parle pour Leandro parce qu'il a 22 ans, hein, donc. Mais tu vois, mais après c'est un gars qui a entraîné le petit club de Sergent-de-Luz en DH, qui a entraîné le FC Pau et il a fait les mêmes entraînements adaptés à l'effectif qu'il avait évidemment, mais
tous les mecs, tu discutes, que ça soit en DH, en national, en D1, en tout, qui sont passés sous sa coupe, vont te dire qu'ils s'emmerdaient jamais à l'entraînement. Et nous c'était un gros problème. Dans laquelle est plongé le Nîmes olympique, tu vois, nous, souvent, la notion de... Il faut garder la notion de plaisir, parce que le joueur, là, il est dans un mood où... Là, c'est dur, hein. Tu pioches, tu broies du noir. Et c'est pas en allant dire, ouais, allez, on va faire le truc guerrier, machin, les trucs. Les mecs, ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin d'être stimulés par autre chose. Et ce genre d'entraîneur-là, en mettant un peu, en intégrant du ludique dans l'entraînement, te refile la banane, en fait. Il te fait reprendre confiance en toi. Et le groupe, les mecs ont besoin de retrouver ce côté un peu amusement par moment. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, Nîmes, leur grosse force, c'était quand même d'y aller à fond les ballons et de mettre une pression terrible aux mecs. Donc ça, il ne faut pas perdre. Mais avec ce type d'entraîneur, ils vont retrouver du gars, ils vont retrouver de la confiance, ils vont retrouver du plaisir. C'est positif pour eux d'avoir un coach comme Pascal s'il reprend. Je pense que ça va leur filer un coup de fouet. Mais tu vois, faut même pas aller plus loin. Hein. Là, ouais, j'ai vu. Attends, juste dis ça et je t'aide. Le seul. Merci Joss. Merci à Joss. Merci pour l'abonnement. Merci mon frérot. Continuez le train de l'hype. Une fois de plus, merci les gars. Vous régalez vraiment. Moi, tu vois, pour rejoindre ce que tu disais, la première semaine où c'est lui qui prend les entraînements vraiment en main, donc c'est la semaine où Nîmes va à l'Olympique de Marseille et fait ce résultat qui était plus qu'inattendu, tu vois. Donc c'est la preuve qu'un bon entraînement, un bon environnement, une bonne confiance, ça aide tout un esprit, tout un groupe, même si celui-ci est dans un fin fond comme le Nîmes Olympique actuellement, quoi. Ludo, on a une question, on pose souvent cette question, si tu veux, dans l'émission. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes à nous raconter de trucs un peu rigolos? Tu as dû en avoir 10 000 à Lille avec tous les artistes, ou ailleurs. Est-ce que tu as un petit truc comme ça à nous raconter? Surtout les fêtes je te parlais tout à l'heure, c'était on tombe ensemble, quoi. Si on se fait choper, on se fait tous choper. Donc, je me souviens du soir de la coupe. Tu sais, on avait encore le championnat à jouer. Il nous restait 2-3 matchs. On était à 2 doigts du titre. Et en fait, on gagne France. Et derrière, il y a un truc qui est prévu au VIP avec les familles et les trucs. Et en fait, et le coach nous réunit, il nous dit les gars, là, on n'a pas le droit. Ok, on a gagné un truc, mais là, on peut gagner un autre truc, ça va être exceptionnel. Vous avez la permission de 2 heures. Sauf qu'à 8 heures, il y avait le bus. Et 80% de l'équipe qui était toujours pas là, tu vois. On était attendus à la mairie à 10h30 à Lille. Il y en a, ils sont rentrés à 9h30 à Paris. On est arrivé à midi à Lille. Enfin bon, voilà, c'était pareil dans l'avion, des fois, tu vois, l'année d'après où on jouait la Ligue des Champions. On venait de se prendre une branlée contre l'Inter à San Siro, et donc on rentrait. Ouais. Tu vois, je te renvoie là. Et puis il sort le cœur et tout. Et on atterrit, il nous dit, et nous, il y avait un événement exceptionnel, il y avait 50 Cent qui venait faire une soirée dans une des boîtes de Lille. Et 50 Cent à Lille, c'était toute la semaine, tout le monde en a parlé et tout, donc le coach est au courant. Et on est sur le tarmac, et donc il se lève, il vient, il se met sur les sièges, il nous parle, il me dit, écoutez, je suis pas né de la dernière pluie, je sais ce qu'il y a ce soir. Il dit, avec le match qu'on a fait, je vous préviens, hein, on joue dans 3 jours. S'il y en a un que je vois qui est sorti ce soir, qui est allé au truc, il est mort. On se retourne. Rio, tu y vas? Ouais. Eden, tu y vas? Ouais. Adil? Ouais. Bon, allez, c'est bon, on peut tous y aller. Parce qu'on savait que si les 3 ils y allaient, nous, on était peinards. Avec juste,
on était. Et match de Marseille, on avait pour habitude, enfin pas pour habitude, mais j'avais déjà moi cette passion du vin, et lui était vraiment. Donc je crois que c'était 2 semaines avant l'Olympique de Marseille ou la semaine avant. Il m'emmène à Cheval Blanc, à Château Cheval Blanc. Donc on va faire une dégustation là-bas, on va visiter le château, et donc on sympathise un peu avec les gens du chai et le patron et tout. Et le mec est dingue, donc il nous dit putain, il y a Marseille ce week-end. Et les gars, faut y aller, il faut absolument gagner, l'invincibilité, machin et tout. Et nous, on se démonte pas, on dit bah ok, d'accord, mais il faut nous motiver un peu quand même, parce que là, on est bien, il y a des belles bouteilles, peut-être que bon an, mal an, on peut négocier un petit truc, tu vois. Et là, le mec, il dit ok, pas de problème. Si vous êtes marqués, Château Cheval Blanc 2004. Repasse-toi le match. Première action de jeu. Oh, Jussier, il n'a jamais pressé comme ça de sa vie. Il a pris le pressing sur la défense marseillaise. Il récupère le ballon, puis il marque. Coup franc. Je lui mets le ballon, il marque 2-0. Je crois qu'on gagne 2-1, ou 2-0 ce match-là. Donc on voit le mec dans les loges. Et moi, en fait, tu vois, j'avais fait la passe D, donc j'étais pas sûr qu'il allait me filer la bouteille. Alors, on a fait un travail au corps. Et on a pris 2 bouteilles chacun de Cheval Blanc 2004. Et donc, avant chaque gros match, c'était Lyon, Marseille ou Paris, bah, une semaine avant, avec Jussier, on se faisait les châteaux, en fait. On fait la Gaffelière, machin. Et on a essayé comme ça de gratter des bouteilles à tous les châteaux bordelais. Bon, ça n'a pas toujours marché, mais bon, c'était devenu un petit rituel entre nous. Donc s'il y a besoin d'aller faire un voyage pour visiter tout ce qui est vignoble, etc., on peut compter sur toi. Il faut appeler Juste. Juste, il est en place. Jussier, il a 2 passions en dehors du foot, le vin et la magie. Tu peux passer des bonnes soirées quand même. Non, mais c'est vrai en plus. On fera des vlogs avec vous pour les vins. Et juste, il y a Yannick c'est un mec formidable, vraiment. Donc Yannick qui nous repose, je crois que c'est la 2e ou 3e fois qu'il pose la même question. Donc il veut qu'on l'a dit. Il veut, exactement, c'est pour ça. Donc, alors il nous dit, est-ce que c'est vrai que cette réputation terrible à Bordeaux, où c'est limite le Club Med aux entraînements par rapport aux autres clubs, dernière sortie de Paoletta, sur cela et non Ney le franchi gaillard de France Football, de football. Ouais, bon, laisse tomber. Faut parler à. Ouais, puis n'oublie pas, Ney. J'ai jamais compris. Vas-y. J'ai jamais compris ce débat qui a aucun sens finalement. Certes, il y a une belle qualité de vie, mais il y a une belle qualité de vie à Marseille, il y a une belle qualité de vie à Montpellier, tu as une belle qualité de vie à Paris, tu as une belle qualité de vie, il y en a partout. Sur la côte atlantique, à Nantes, c'est chouette, tu vas à Toulouse, c'est chouette. Bon, après, je sais pas, Bordeaux a peut-être fait les mauvais choix sur les personnalités des mecs, en fait. J'avais jamais besoin de... Bordeaux, ma motivation était la même, mais parce que moi, je m'impose une rigueur et un professionnalisme, que je sois à Bordeaux ou à Metz, c'était la même chose. Alors après, je pouvais agrémenter mes week-ends, notamment quand on gagnait. Si je pouvais aller manger un peu des huîtres sur le bassin et tout, ça venait en bonus. Mais si tu veux, je me suis jamais senti détente au Club Med ou un truc parce que j'étais à Bordeaux. Après, c'est les mecs et le rapport qu'ils ont envers eux-mêmes. C'est leur professionnalisme, la façon dont ils... Il faut croire que si ça s'est développé autant, c'est qu'il n'y avait pas assez de mecs sérieux qui ont été recrutés. Je retiens juste que tu as dit toutes les villes du sud sauf Nîmes. Donc, ok, on prend la balle perdue.
c'est joli, mais il n'y a rien à Nîmes. Tu te fais comme un rat mort. Hein, dès que tu arrives au mois de septembre, c'est bon, quoi. Tu vois, non, ce qui lui a fait mal, c'est que tu as souligné Montpellier. Et les gorges du Verdon, là, c'est bon. Hein, ça, tu le fais vite fait l'été, et puis après, il n'y a plus rien à faire. Après, c'est plié. Non, écoute, mine de rien, ça fait 1h15 qu'on est ensemble. Et moi, il y a une question, du coup, que je voulais te poser et que j'ai vu tout à l'heure passer dans le chat. Et qui, bon, tout à l'heure, je voulais te la poser, mais on avait enchaîné sur quelque chose. Puisque, du coup, toi, tu as côtoyé donc Hazard. Et on sait qu'il est en méforme en ce moment du côté du Real, etc. Est-ce que tu penses qu'un joueur comme lui peut revenir sur le devant de la scène au Real, tu vois, ou peut-être ailleurs? Est-ce que tu penses qu'il pourra retrouver ce niveau que malheureusement il a perdu au fur et à mesure de ses blessures? Moi, mais je ne sais pas si on a assez envie, en fait. Et ce qu'ils dire, il l'a tout le temps fait. À Lille, chaque année, il démarrait un petit train, tu vois, petit vélo, petit braquet, tranquille. Et puis les gens lui tombaient dessus, et puis voilà, bam. Au bout de la 5e journée, 6e journée, le mec, il driblait 10 mecs, il mettait des buts de 40 mètres du pied gauche, il faisait la misère, il était injouable. Que, en fait, c'est sa faiblesse. C'est-à-dire son côté un peu je m'en foutiste, il n'y a rien qui me perturbe, que je sois à Lille ou au Real, c'est la même. Bah, t'es à Chelsea sur le palier intermédiaire, ça passe. Quand t'es au... Et la manière dont il est arrivé au Real, pour moi, a été le début des emmerdes pour lui. Dire que dans cet état-là, en fait, il a couru derrière son état de forme. Il n'a fait que courir derrière son état de forme. Et quand tu cours derrière ton état de forme, bah, et tu sais, c'est Formule 1, hein, faut pas croire. Hein. Quand tu prends 1 kilo, tu dérègles tout sur la machine. Hein. Tu prends 1 kilo, tu peux te faire l'ischio, la cheville qui était normalement tes appuis, bim, la cheville elle part. Ça se joue à rien. Et là, il est arrivé, franchement, il est arrivé couané comme un cochon. Il avait au moins 5 kilos et encore, je suis soft, il devait avoir au moins 5 kilos en trop. Donc là, c'est une faute grave parce que lui, il arrive tranquille, la pression du Real, mais non, je vais gérer le transfert. C'est tranquille pour moi. Moi, ça glisse sur moi. Mais en fait, non, parce qu'au Real, là, tu arrives les pieds dans un truc, à mon avis, il n'a pas mesuré l'importance du club dans lequel il allait. La pression espagnole, l'exigence d'un club comme le Real. Et je trouve qu'il a fait une connerie. Moi, j'ai été les voir. C'est qu'il ne s'est pas inspiré de Karim Benzema, qui lui est bourreau de travail depuis des années maintenant. Il arrive 2 heures avant, il repart 2 heures après. Il fait tout, proprio, gainage, soins, tout. Il reste, lui, il passe la moitié de sa journée au stade, hein, voire plus. Ah, il est à l'école Ronaldo. Ouais, voilà. Et Eden n'a pas pris ce train-là. Je pense qu'il est en train de le regretter. Le problème, c'est comme tu t'es blessé d'un côté, t'as pas l'habitude. Quand tu reviens, ben, t'es un peu, hop, tu te fais une contracture de l'autre côté. Et puis après, quand il est revenu, vous vous souvenez du match contre Paris où il commençait à remettre la misère et tout, que Meunier l'a fracassé? Oui. Il était soutenu. Et la faute que lui fait Meunier, ils lui ont foutu une plaque. Ils lui ont foutu une plaque dans le pied. Je peux te dire, quand tu joues une plaque dans le pied, quand tu vois lui, son rapport au sol et ses appuis, bah la machine elle est totalement déréglée. Et c'est pour ça qu'il fait que se péter, en fait. C'est qu'il a déréglé un peu la machine. Donc quand il est là, bah là de l'autre côté, ça se barre en couille. Quand là, il règle, l'autre en bas, il se dérègle. C'est tout un chemin qu'il faut sur tout son corps. Donc il va mettre du temps à revenir. Je pense qu'il a les clés. S'il veut revenir, il reviendra. Parce que honnêtement, moi, j'ai rarement vu ça. Hein. C'est en termes d'élimination, de contre-pied, de changement de rythme. Il y a Ribéry que j'ai vu moi faire des trucs pareils quand je l'ai eu sous mes yeux à Metz. Donc il a les cartes en main. S'il met un max dans les soins, dans sa faculté à revenir, mais je crois que c'est ce qu'il fait. Mais
Mais ça va prendre du temps. Et est-ce que le Real lui laissera le temps? J'en suis pas si sûr. Là, j'ai l'impression qu'il commence à être un peu énervé. Et le totem d'immunité Zidane, si Zidane s'en va, Compliqué. j'ai l'impression que ça peut vite tourner vinaigre pour lui. Donc, j'espère qu'avant la saison, il va revenir et qu'il va pouvoir au moins faire une deuxième partie de saison et amener le Real dans une situation confortable. Dernier carré de Ligue des Champions, lui participer tout, ça peut relancer un peu la machine. Mais s'il revient, attention, hein, je peux vous le dire, s'il revient à 100%, et il va mettre tout le monde d'accord. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ok. Écoute, les gars, on n'a pas pu faire toutes les questions. Enfin, comme vous imaginez, il y en avait vraiment beaucoup. Hein. Et puis, ça fait 1h20 qu'on est déjà ensemble. Vous voulez continuer un peu, c'est pas gênant. Ouais. Moi, j'en ai une. Vas-y, Qui vient d'arriver en plus dans le chat. Et ça, c'est pas exactement ça, mais il y en a une. C'est Jaffofel là qui dit Ludo, avec le recul, pourquoi ton expérience au Werder n'a pas marché? Première analyse, ça a été à mon sens. J'ai rien qui puisse. J'ai pas d'éléments qui puissent prouver ce que je vais avancer. Mais je pense que c'est un transfert arrangé. D'accord. Ça s'est fait le dernier jour du mercato en urgence. Moi, totalement indécis, donc j'ai mis toute l'après-midi à me décider. Rod sous le nez parce que le club voulait absolument me garder. Et donc, il y avait un contrat. J'avais 29 ans. Je devais avoir au moins plus de 300 matchs. Et je me suis dit, si à 29 ans, je ne prends pas le train de l'Europe maintenant, enfin de tenter une expérience européenne, peut-être que je ne le prendrai plus jamais. Werder est un quand même qui a une histoire, qui rayonne, enfin, tu passes pas inaperçu. J'avais eu Jo qui m'avait vanté les mérites du club. Et en fait, moment parce que Thomas Schaff s'en va, Klossalov s'en va, qui ont repris les rênes. Transfert notamment d'internationaux. J'ai rencontré le coach la première fois. En fait. Que t'allais pas? Pardon, je vous ai coupé. Parce que si tu veux, moi on m'avait dit numéro 10, sauf qu'on vendu, hein, Johan Mikou, Bidule, French Style et compagnie. Donc, mais le numéro 10 de l'équipe, c'était Aaron Hunt, capitaine du club, équipe de France Espoir allemande, enfin un joueur formidable. Donc déjà, pour jouer numéro 10, il m'avait déjà menti, le directeur sportif. Après, un club comme le Werder, tu te dis, bon, ils ont dû me scouter au moins une trentaine de fois, ils ont dû me voir. Donc tu sais que moi, je joue soit dans un milieu à 3, soit je joue sur l'aile droite pour rentrer sur mon pied gauche. J'ai jamais, au grand jamais, joué côté gauche les 6 premiers mois avec Puel. Ou même pas, les 3 premiers mois avec Puel, et après il m'a fait basculer de l'autre côté, parce qu'avec Michel Bastos, il a vu qu'on s'entendait bien alors que j'étais venu pour le remplacer. Milieu gauche à la ligne. Et en fait, ça a été dur de me réadapter. Alors ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est l'horaire des matchs. Au match à 14h, 15h. Parce que toute ma carrière, 14h, 16h, c'est l'heure de la sieste. Hein. Donc, ton corps, entre 14 et 16, ton corps, il est en mode veille. Parce que dans ta routine de semaine, quasiment tous les jours, entre 14 et 16, tu es à la sieste. Donc 15 heures, mon corps, en fait, j'ai mis énormément de temps à ce que mon corps émerge. Pour le faire émerger, en fait, il était presque en sommeil. Et troisième raison, le jeu allemand. Jeu français, tu jouais pour pas perdre. Jeu allemand, tu jouais pour gagner. Ou pour marquer le plus possible. Et moi, j'ai eu tout ça parce que j'étais toujours en train de compenser en fait les erreurs tactiques, enfin, ce qui me paraissait pour moi des erreurs tactiques. Il jouait 80% du temps devant moi.
Et moi, en fait, j'étais arrière gauche pour compenser ses montées. Mais comme lui, il venait jamais m'aider pour défendre, je me retrouvais des fois à 3 contre 1, et donc je prenais la soupe. Et puis comme j'étais pas défenseur, et donc j'ai fait que ça pendant un moment, essayer de compenser. Donc je me suis jamais mis en valeur en fait. Et comme là-bas, c'est un football total, le 6 y va, les 2 latéraux, vas-y, machin. En fait, les mecs, ils veulent mettre des passes D, ils veulent mettre des centres, ils veulent mettre des trucs, des stats. Parce que c'est le spectacle, c'est comme ça. Et moi, j'ai pas joué le jeu tout de suite. Et ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher. Ils m'ont écarté au bout de 4e mon contrat aussi. J'avais un. Bon. Les primes de match, honnêtement, c'était abusé. Donc, quand j'ai joué les 3-4 premiers matchs et qu'on a gagné 3 matchs sur 4, je crois que quand ils ont vu la première fiche de paye, ils se sont fait ouh, ça. Là, lui, il vaut peut-être pas qu'il joue parce que ça pique là. C'est entre agents qui font aussi que j'avais rien à. En fait, j'étais pas désiré vraiment par le club. Je suis tombé au mauvais endroit. Non, pas au mauvais endroit parce que Brême, c'est un club formidable. C'est franchement fantastique. Fantastique club. Mais je suis tombé au mauvais moment avec les mauvais dirigeants et le mauvais coach. C'était quoi? C'était pas un coach ukrainien que tu avais, toi? Il y a eu, c'était Robin Dout. Ah, je croyais que un mec c'était. qui venait de la corpo fédé allemande, très jeune. Qui s'est fait virer. Et il y a eu Viktor Skripnik, ukrainien. Ukrainien, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qui me semblait. J'avais ce truc. Avec Thorsten Frings. Frings, ouais. Et moi, je ne jouais plus. Et Thorsten, il venait toujours discuter avec moi parce que lui, il avait joué aux États-Unis, puis on s'entendait bien. Je sais pas, il y avait un lien entre nous. Et quand il a repris l'équipe, il m'a dit, mais on va te réintégrer de suite. Donc il me réintègre. Ça fait 6 mois, je suis même plus sur la feuille de match. Donc il me réintègre. Je fais un match de coupe avec eux. Le week-end d'après, on va à Mayence. On gagne 1-0, il est titulaire. Il me semble que c'est moi qui je fais un bon match. Le week-end d'après, je suis dans le groupe. Ils m'ont fait le regard constamment, même Thorsten. Et un jour, il m'a avoué que c'était. En gros, qu'il pouvait rien faire, que c'était au-dessus. Ok, c'est au-dessus que ça voulait pas te faire jouer. Ouais. Voilà, Okay. J'ai pas vraiment toutes les données, mais on était 4 internationaux à être sur le flanc. Il y avait Mehmet Ekici, international turc, qui a fait les beaux jours de Fenerbahçe et qui, je crois qu'il est encore à Fener, si je dis pas de bêtises, qui était à Trabzon et qui est international turc. Il y avait Elgero Elia, je sais pas si vous vous souvenez, le petit le néerlandais. Néerlandais, ouais, c'est ça. qui venait je crois qu'après il est parti au Feyenoord. Mais si tu veux, ils avaient pris comme ça plein d'internationaux qu'ils avaient mis sur le côté. Et tu sais pas pourquoi, ils nous calculaient pas et on jouait pas. Donc je pense que sur les transferts, honnêtement, moi j'ai pas d'autre explication parce qu'on n'a jamais eu. Ils m'ont fait signer 3 ans. Bon, si au bout de 3 mois tu commences à mettre le mec à l'écart, c'est quand même surprenant. Alors que, franchement, hein, je crois que j'ai joué 5 matchs, on en a gagné 3, on a fait un nul, une défaite. Ah, donc c'était même pas. Mais et d'ailleurs, j'en profite là qu'on arrive en bouge et je vais te poser une question qu'on pose tout le temps, tu vois. Et c'est une question pour laquelle t'as pas vraiment besoin d'une énorme réflexion, mais c'est pour ça qu'on te la pose un peu à chaque fois un peu au dépourvu. Donc en gros, si tu veux, je vais te demander si tu avais 3 personnes à nous conseiller à faire venir à l'émission, qui tu nous conseillerais? À savoir que du coup, tu peux nous dire des joueurs, des gens de la télé, des coachs, etc. Il faut juste que ce soit des gens, tu vois, avec qui on va être dans un bon délire comme ça, on va bien parler. Ou qu'on n'a pas déjà eu chez nous. Et qu'on n'a pas déjà eu aussi, ouais. Sport avec Bordeaux un peu ou pas? Comme tu veux, franchement, comme tu veux. Pas comme forcément Bordeaux, c'est comme tu comme veux. Tu ça veux. peut être tout ouais, même l'Inter, il n'y a pas de problème. J'ai pas beaucoup d'amis dans le foot. Il y a plein de mecs qui. Franchement, Jussier, je vous conseille de le faire parce que c'est un mec quand même qui a une drôle de carrière, il a plein de passion, il est hyper intéressant comme mec.
David Bellion, que j'aime beaucoup aussi. Et je dois dire que ce qu'il fait au Red Star, c'est assez incroyable. Le développement de l'image un peu street et il est devenu aujourd'hui, David, une figure incontournable. D'ailleurs, je crois qu'il fait une. T'as vu la campagne Weston pour les Girondins de Bordeaux Ouais, c'est j'ai lui vu. qui fait ça, hein. C'est lui Ah, qui je est savais derrière. pas. Mais c'est Ah, lui je qui est savais derrière. pas. D'accord. Il est en plein dans son thème. C'est un mec. Il a une culture. Mode musicale. Enfin, c'est un mec. Il est dans un autre délire. Franchement, je me suis éclaté avec David. On a eu des atomes crochus très vite parce qu'on avait d'autres centres d'intérêt que le foot. Et on a matché sur plein de trucs. Je vous conseille de le faire parce que c'est un mec hyper intéressant dans sa vision. Il a joué à Manchester quand même, les gars. Hein. Ouais, et puis jeune. Oh, il était. Ah, tu vois, il y a de quoi parler, je pense. Il le détestait. Il voulait pas lui faire des passes parce qu'il avait peur qu'il lui prenne sa place. Il y a qui d'autre? Il y a un mec que j'adore, qui est aussi un sacré numéro, c'est Stéphane Borbiconi de Metz. Ouais, joueur du FC Metz. Le défenseur là. Ouais. Et qui est un ami proche que j'aime beaucoup et qui est un mec pareil, un mec hyper intelligent, c'est la déconnade tout le temps avec lui. Donc je pense qu'en termes d'anecdotes et tout, il a des trucs. Lui, il est parti dans des délires aussi. Il est parti à Bakou, à machin. Enfin, il a aussi une carrière atypique. Comme beaucoup disent, exotique, tu vois, c'est le mot à la mode. Mais ouais, je vous conseillerais ces trois mecs-là: Jussier, Bellion, Borbiconi. Ok. Bah écoute, c'est noté. On essaiera et puis de toute façon, on essaiera de voir. Mais du coup, bon, on vient me réannoncer qu'Arpinon va vraiment être viré. Merci Julien, tu régales. Que la bonne nouvelle du soir. Et moi, je viendrai dans tes. Je viendrai te gratter les 0,6. Le délire qu'il y a sur le match de Paris, franchement, premier but. Et pareil, t'es Nîmes. Moi, je veux bien. Moi, je suis plutôt la vision, le ballon, le truc. Pas de souci avec ça. Mais quand t'es Nîmes, que t'es derrière, que tu vas à Paris et que tu veux jouer comme le Barça, à relancer de derrière, de machin, et que tu te fais fourrer au bout de 10 minutes, bon, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il faut adapter. Tu peux pas tout le temps jouer le beau jeu, le truc. Le beau jeu, c'est bien la manière, mais putain, quand tu es dans cette situation-là, il faut aussi aller chercher des points. Hein. Alors, moi, je suis partisan de dire que les points, ils viennent avec le jeu. Moi, j'avais bien aimé Amiens à l'époque, où Pellissier avait lancé les 4 attaquants devant en disant putain, on n'a plus rien à perdre, on joue l'attaque avec Konaté, Guirassy, Godos. J'avais bien aimé ce changement de mentalité. J'aime bien là Thierry Lauré qui dit bon, j'ai Ajorc et j'ai Diallo. Putain, les deux colosses de même profil. Mais je peux pas faire jouer les deux et tout. Et puis à un moment donné, ça va pas. Il se dit bah allez, je les mets les deux. Ah oui, mais tu les mets les deux et ça cartonne. Ça cartonne. Donc, tu vois, à un moment donné, il faut aussi adapter. Nîmes, hier, comment tu veux pas te faire à un moment donné? T'es à Paris, t'es dans la merde. Tu sais que tu as confiance en toi parce que t'es un peu, t'es dans une situation où c'est dur, hein, quand t'es dans cette situation. Moi, je l'ai vécu avec Metz. T'es comme ça, hein, t'as honte, t'as peur, hein, t'as peur. Mais putain, les gars, cherchez pas à faire des triangles défensifs pour ressortir le ballon de derrière. Faites-le, mais pas si vous n'avez pas la certitude de le truc. La passe en retrait, ça tue le match, alors qu'ils avaient bien commencé le match. Commence le match, mais deuxième ballon, essaye de jouer chez l'adversaire. Et là, quand tu es dans le camp adverse, tu vois, tu essayes de faire des trucs parce qu'ils ont début de deuxième mi-temps, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. T'as des mecs qui peuvent T'as des mecs devant qui pouvaient te garder le ballon, te faire monter la ligne, et puis après, dans le camp adverse, essayer de combiner. Mais les gars, c'est suicidaire ce que vous faites hier. Et je ne sais pas si c'est les consignes d'Arpinon ou. Mais ok, tu peux mourir avec tes idées. Pourquoi pas? Mais là, tu partais à l'abattoir. C'était anticipé, quoi. Ouais, c'est sûr. Ah, mais on espère de voir ce que ça donne. T'as des pronos, toi, pour la fin de saison? C'est quoi ton top 5 et tes top 3 en bas? J'ai adoré votre dernière émission, donc je dirais que
je vais espérer qu'Auxerre remonte en première division avec Furlan. Voilà, parce que j'adore cet entraîneur. J'espère avoir l'occasion de passer un peu de temps avec lui pour parler ballon. Mais je dois dire que ce mec est pas comme les autres. Et j'aimerais sa chance avec Auxerre ou avec une équipe. J'aimerais bien le voir avec une équipe de standing. J'aimerais bien voir sa patte avec une équipe avec un effectif plus pléthorique, tu vois. Chez nous, il faut qu'il vienne. Mais carrément. Mais il faut qu'il rentre à la maison. Il faut qu'il rentre à la maison. Jean-Louis fait des miracles aussi. Hein, donc, Jean-Louis, c'est bien. Oui, non, mais j'ai pas dit qu'il fallait, tu vois, c'est-à-dire que Jean-Louis, je pense qu'il va pas. Non, mais ça correspondrait tout à fait. Le mariage Furlan-Bordeaux, oui. Ça match. Et tu peux rajouter, et honnêtement, je lui ai dit dans l'émission d'ailleurs, pas son épée, hein, par contre. Hein. Non. Mais de toute façon. Connaissant Furlan, les trucs que j'ai entendus, ouais. C'est bagarre générale. Oui. Bagarre générale. Ah ouais, c'est sûr. Non, mais là, longue épée, il finit, je sais pas, sur la rocade. Ah, c'est objectif lune. Il l'envoie sur. Mais non, mais je veux dire, moi, je rêve mais vraiment, hein, je dis ça parce que on a besoin de reconstruire petit à petit. Gasset, ce qu'il fait, c'est très très bien. Et après, j'aimerais qu'arrivent des Furlan et même Blacard. Tu vois, Blacard, j'aimerais qu'il vienne à la formation. Tu vois. Yo. Hein? De quoi? Dalloglio, c'est bien aussi. Dalloglio. Ah oui, Dalloglio. Mais je dis Blacard et Furlan parce qu'ils ont gagné la Gambardella à Bordeaux ensemble. C'est la même génération. Ils se connaissent très bien. Et ce sont deux mecs, je suis sûr qu'ils pourraient bosser hyper bien ensemble. Ça serait dans l'idéal. Et à moindre coût en plus, je pense. Et avec moi comme directeur sportif. Ah, parfait. Et on pourra dire. Faut que tu les prennes alors. Mais on pourra dire que Bordeaux est une équipe AS Foot, puisqu'on aura eu tout le monde, le directeur, l'entraîneur, l'adjoint. Ouais. On aura le préparateur physique Jussier avec le Bordeaux et tout, nickel. Exactement. Bélion en marketing, putain, on va tous les faire. On fera les émissions à Bordeaux. On est refait là. La voix royale. Hein. Le titre. Écoutez les mecs, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Je vois en plus dans le chat, il y a du monde qui doit partir et qui doit être tôt demain matin. Donc les gars, on vous remercie tous ceux qui sont restés parce qu'il est minuit 20 et je sais que demain pour beaucoup vous devez travailler en tout cas. Du coup, merci beaucoup vraiment. C'est les petites natures qui ont 8 heures de sommeil, tu sais. 8 heures, c'est très important les amis. 8 heures de sommeil. Alors c'est l'heure. Ou alors c'est l'heure, maman elle a dit bon, ces derniers délais là. Si tu mais ça c'est alors Sofiane jamais quoi. Sofiane il a besoin de 8 heures. Quoi qu'il arrive, il lui faut 8 heures. Il faut 8 heures. Et t'as Neil, tu vois, qui va aller se coucher aussi parce que lui là, tu vois, il doit avoir un tournage pour une marque de papier cul demain ou un truc comme ça. Et tu le tailles en plus, il vient de dire génial au top ce soir. Excuse-moi mon pote. En plus je suis chez lui le week-end prochain, tu vois. C'est la famille ça. Non mais écoutez les mecs, en fait si tu veux Ludo, ce qu'on fait d'habitude, on dit au revoir. Donc moi je dis au revoir, Sofiane dit au revoir, Nando dit au revoir, et après on te laisse le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux. Si tu veux dire un remerciement, quelque chose de toi ou ce que tu veux, t'as le mot de la fin, ok? Ok, on fait comme ça. Mais du coup, écoutez les mecs, encore une émission incroyable, hein, vraiment. Hein. Merci beaucoup à Ludo, c'était vraiment trop cool. Moi du coup, j'ai un peu vu ta carrière quand j'étais plus jeune, et du coup aujourd'hui je te vois plus à la télé, etc. Et ça fait vraiment plaisir d'en apprendre plus sur toi. Merci à mes camarades d'habitude, hein, comme toujours les mecs, ça bouge pas. Puis à Lilian en régie aussi qui est avec nous. Donc voilà, merci à tout le monde, merci au chat, merci aux modérateurs. Et puis fuck Satya, voilà, et je passe la main à Sofiane. Merci Ludo. Moi, tu vois, ta carrière c'était dans ma tranche d'âge, donc j'ai vraiment bien suivi. Et bon, je sais, on te le rappelle souvent, mais ton coup franc contre le PSG en finale, voilà quoi. Et puis il supporte aussi le PSG en France, il te le dit pas. Ouais, je suis plus l'Inter, mais tu vois, j'ai un petit sentiment pour Paris. Et quand j'ai vu Coupé faire ça, Footix en fait. Non, alors là, tu vois, par exemple, si Marseille bat Paris, ça m'affecte pas, ça me fait rien du tout.
C'est la vie. Il est sympathisant. Il est sympathisant. Merci de prendre ma défense, Landon. Et ensuite, merci à mes compatriotes, à mes collègues, à Lilian, bien évidemment, au chat et à tout le monde. Et peut-être qu'un jour, Ludo, si tu veux bien, on fera une émission avec toi et avec Jean-Marc Furlan. Comme ça, vu que tu as envie de lui parler, ça fera une très belle émission. Et voilà, c'est ça à dire. Ben écoute, Ludo, déjà aussi, je remercie mes collègues du soir et Lilia en régie et le chat. Et Ludo, je vais te dire, écoute, je vais te souhaiter un gros merde pour la suite, que surtout, déjà la santé. Ça fait très vieux de dire ça, mais c'est important, hein, comme ils disent les vieux. En ce moment, c'est d'actualité. Hein. Voilà. Et après, non, je te souhaite de parvenir déjà dans de différentes entreprises, ce que tu fais à côté, ce que tu nous as expliqué, là, de ce que tu fais actuellement. Et j'espère que tu vas arriver à faire ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire d'arriver à une poste de direction technique et peut-être avoir ton club plus tard. Et voilà. Et écoute, c'était génial de t'avoir. Tu m'as répondu en suivant et j'en doutais pas. Et donc, on a passé un très bon moment. Je crois que dans le chat aussi. Et puis je te dis à très vite. Et petit mot aussi, du coup, pour la surprise que tu voulais faire. On fait quand même un petit mot là-dessus. Oui, j'avais une surprise, mais elle est tombée à l'eau parce que l'actualité a fait que les droits TV et tout ça, j'avais mandaté un gars que tu connais pour qu'il vienne te balancer 2-3 conneries 5-10 minutes avec nous en live. C'était Gio Castaldi. Et donc, bien celui-là. Il connaît rien au football, celui-là. Il connaît rien. Et Gio, j'arrive, je lui dis, bon, écoute, tu vas venir et tout. Ah ouais, pas de problème et tout. Je lui dis, tu prépares un petit tour. Ouais. Karine, et puis là. Karine, elle l'a mis au piqué à minuit. Non, en fait, il m'a dit, je suis désolé. Allez, il n'y a rien à voir. Et il me dit, en fait, là, avec l'actu, tu sais, les droits télé, il me dit, je suis de veille à RTL, donc ça va être compliqué, je suis désolé. Et voilà. Donc, je lui dis, écoute. Joue au tarot jusqu'à 4h du matin et il va te faire croire qu'il va aller se coucher à minuit pour l'interview demain à RTL. Je sais pas. Alors, non, mais apparemment, il était de veille. Qu'est-ce qu'il y a comme mytho quand même? Non, mais bon, écoute, voilà. Donc, je te laisse le mot de la faire, mon pote. De pouvoir partager de tailler une bavette avec vous. Merci pour tous ces mots bienveillants pour mon futur. Mais vous me connaissez, je suis un chien de la casse, hein, je lâche rien moi. Donc je vais me donner les moyens d'y arriver et j'y arriverai. Petit mot en parlant d'actualité, les supporters. Et je parle parce que j'ai une pensée en te regardant dans nous pour les ultramarines, notamment, et d'autres. Difficile pour eux et qui sont souvent stigmatisés ces derniers temps, notamment par les clubs où je trouve qu'il règne une espèce de snobisme où c'est pas de bon ton d'avoir des gens qui crient et qui manifestent leur passion à l'intérieur des stades. On voudrait que le supporter se déplace sur le curseur spectateur pour pouvoir vendre des places plus chères et pour pouvoir assister des choses et en faire un business. Je viens pas de ce foot-là. Donc les ultra, parce qu'ils ont toujours été, dans tous les clubs où je suis passé, que ce soit comme dans le club où j'étais, dans les clubs que j'ai affrontés, ils ont souvent eu le rôle de 12e homme. C'est souvent eux qui nous ont quand on était nuls. C'est souvent eux qui nous ont accompagnés quand on était... qui nous donnaient de la force d'aller chercher des trucs qu'on pensait même pas aller chercher. Donc voilà, ce foot-là n'est pas résolu, en tout cas j'espère. Faut pas qu'il lâche par rapport à ça. Alors c'est sûr que il faut le faire dans le meilleur des. J'ai trouvé que les ultramarines avaient eu un comportement exemplaire. Alors à Marseille, c'est pas parce que il y a 15 ou 20 qui ont profité en fait du moment pour faire n'importe quoi qu'il faut mettre les 300 ou les 400 qui étaient là, qui étaient venus
dire qu'on était en train de leur voler leur club et qu'ils ne se retrouvaient plus dans leur club. Parce que quand on achète un club, qu'on soit un mécène, un mec de la région ou un truc, oui, le club, il t'appartient un papier. C'est sûr, c'est à toi. C'est signé, c'est à toi. Mais le club, il t'appartient pas, en fait. Il appartient à tout le monde, aux supporters, il appartient à n'importe qui. Donc, si tu veux, il faut faire voler ce principe-là. On a besoin, nous, d'avoir des gens qui animent les stades. Bien sûr. Si j'allais avec mon papy, ma mamie, dans les secondes au stade Saint-Symphorien, j'étais à côté du COP de la Horda et de temps en temps, j'allais de l'autre côté chez les GG Génération Grenat. J'ai grandi avec cette supporterisme, en fait. Et ces gens-là, il faut qu'ils soient toujours là. Il ne faut pas qu'on laisse des gens venir là et faire de notre passion qu'un business, quoi, et de tuer complètement les émotions. Donc j'ai un mot pour les supporters. Voilà, vous nous manquez parce que on a envie de revoir de l'ambiance dans les stades. Et puis aussi sur la décadence, l'espèce de bulle spéculative dans laquelle on vit. J'espère que tout ce passage-là aura été un mal pour un bien, que les gens redeviennent un peu plus raisonnables, que les clubs arrêtent de dépenser l'argent qu'ils n'ont pas finalement, de faire n'importe quoi, de gérer en bon père de famille, de revenir à des choses importantes, c'est-à-dire les valeurs, l'ADN des clubs, parce que les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin dans ces moments difficiles de se retrouver, de pouvoir s'identifier à des joueurs, à une institution, à un président. Ils ont besoin de ça, les gens, c'est leur soupape. Il y a des gens qui souffrent et ils se sentent seuls. Les clubs, des fois, pour eux, c'est comme la famille, finalement. C'est un membre de la famille. Il ne faut pas laisser sur le bas de la route. Il faut retrouver cette proximité, revenir à ce qui fait l'histoire, raconter, c'est ça, les clubs, il faut de nouveau raconter une histoire. Et pas, sous prétexte qu'on a un projet futur, effacer le passé pour crédibiliser le futur projet. Voilà. Prendre l'histoire d'un club dans sa globalité, c'est le respecter et l'honorer et le sublimer. Parce que peu importe ce qui s'est passé, ben, c'est des faits et des hommes se sont battus, des joueurs ont été là, ils ont fait des trucs qui fait que les clubs sont ce qu'ils sont aujourd'hui, quoi. Donc, faut pas casser ça. Donc, j'espère que les présidents, qu'on arrêtera d'avoir des présidents délégués là, fantômes, qui sont là que pour ramener en fait des VIP, des trucs. C'est pas que ça le foot. Ouais, il y a des VIP, mais il y a aussi le mec qui taffe comme un malade, des trucs et il a le droit d'être là. Il a le droit d'être là autant que les autres. Voilà, c'est un truc qui me pèse en ce moment. Je suis content d'avoir pu l'exprimer avec vous. Ben, écoute, c'était des magnifiques paroles. Et vraiment, je pense qu'énormément d'entre nous et de supporters en France se reconnaîtront dans ton message. Donc voilà, bah écoutez les mecs, on se quitte sur ces belles paroles. N'oubliez pas, rendez-vous dimanche soir après le Classico pour le débrief avec Sofiane, Nando et nos deux invités. Merci à tous, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao tout le monde. Ciao.